C'est-à-dire, nous sommes en face des gens qui sont dans le poudrosier, ils pensent montrer aux gens qu'ils ont la volonté de faire un travail, mais ils font... Problème, quel est le vrai problème à poser pour avoir des vraies solutions? Moi, j'ai dit que c'est des faux problèmes. Le problème de changement ou de problème de modification de la Constitution, pour le moment, c'est un faux problème. Très mal ce travail-là. Ils sont en train de construire plusieurs maisons de problèmes, parce que plus tard, nous aurons des problèmes que personne ne saura gérer. Moi, je n'ai pas à être pour ou contre le président de la République. Moi, je pose le problème là où le problème se pose. Je n'ai pas à dire que je suis pour ce que le président a dit ou contre le président a dit. Je n'ai rien dit. Moi, je pose le problème. Est-ce que le président était là pour représenter l'Assemblée nationale? Une bêtise alors. Une bêtise. Il faut lire l'article 218. Une bêtise dont le président a consommé dans une institution, puisqu'ils ont des capacités, puisqu'ils ont l'efficacité. Oui, mon problème, c'est que l'État fonctionne. Mon problème, c'est qu'on continue à construire la nation. Bêtise sur la scène internationale. Une insulte à la population congolaise. Donc, c'est une diversion. Les présidents a écouté. Non, il n'avait pas. Donc, on a arrêté derrière la construction. Puisqu'aujourd'hui, on veut que le gouverneur soit originaire de. On veut que, etc. de. Non, mais ça pose un problème. C'est très bien dit. Probable révision ou changement de la Constitution. Qu'est-ce qui bloque la formation du gouvernement? Ticket Union sacrée à l'Assemblée nationale. Et finalement, ce sont des questions qui méritent d'être débattues sur ces plateaux. Des Even of Politique, fidèles téléspectateurs, bienvenue à tous des partout où vous nous suivez. En tout cas, n'oubliez surtout pas de liker, de partager cette émission. Ça va beaucoup vous aider surtout pour comprendre comment est-ce que notre pays, finalement, les gouverneurs plutôt, décident de leur côté qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Alors, sur ces plateaux, j'ai le vrai plaisir de recevoir Monsieur Gandhi Kassendi, qui est analyste politique. Bonjour et merci non seulement à vous-même, mais aussi à l'ensemble de votre équipe technique administrative de cette télévision. Et j'ai dit un petit salut aussi à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Monsieur Marley Vouvou, il sera en face de Monsieur Marley Vouvou, analyste politique également. Bonjour, bienvenue Monsieur Marley. Bonjour Madame Marlène, bonjour à l'équipe technique et à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Merci également à l'équipe technique de Télé Plus pour ces belles images. Alors on va directement parler de notre premier sujet, probable révision ou changement de la Constitution. Est-ce que vraiment la République démocratique du Congo attend les changements ou la Constitution doit être révisée? Monsieur Gandhi Kassendi. Mais ce n'est pas la Constitution, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, c'est la faute à la Constitution, s'il y a une bonne Constitution, le pays va marcher. Non, la Constitution n'est qu'un cadre juridique. Il vous trace des cadres juridiques, mais ce sont les acteurs politiques et les citoyens, hein, puisqu'il ne faut pas exclure les citoyens, puisque c'est lui le patron de tout le monde. C'est-à-dire, c'est aux populations de veiller à ce que les cadres soient respectés et que les lois qu'on met en place partant de ce cadre juridique, que ce soit des lois qui obéissent non seulement aux règles du droit, mais aussi puissent régler le problème économique et les problèmes sociaux de population que rencontre la population. Nous avons des assemblées ou le Parlement depuis des décennies. Moi, je dis, il y a un problème. Qu'est-ce que le Parlement congolais a fait depuis 60 jusqu'à ce jour dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens? Qu'est-ce que le Parlement, c'est-à-dire, je veux dire, le Sénat et l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de notre territoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire en sorte que l'éducation existe dans ce pays? Parce que vous verrez d'ailleurs, il n'y a pas de ministère d'éducation nationale dans ce pays. Il y a le ministère des PST, des SU, etc. C'est pas le jeu du hasard. C'est puisqu'ils ont tourné le dos à l'éducation. À l'époque où on mettait l'enseignement sur les rails, le ministère s'appelait ministère de l'Éducation nationale, auquel moi j'ai dit, si ça existe, on doit rajouter jeunesse et sport, puisqu'on forme l'homme complètement, et à la fois au niveau de l'esprit et au niveau physique, etc. Ça n'a pas lieu. Vous verrez que le gouvernement va sortir d'un moment à l'autre aussi. Il n'y aura pas de ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est saucissonné pour ne pas qu'il y ait une logique intégratrice qui puisse faire en sorte que l'éducation commence depuis le bas âge, la maternelle,
jusqu'à l'université, voire même au-delà, puisqu'aujourd'hui, la formation, c'est au-delà de l'université, pour ceux qui font l'université, mais aussi les enseignements professionnels et techniques, etc. Donc, moi, je dis qu'il y a un problème dans ce pays ici. Qu'est-ce qu'on attend des changements de la Constitution et autres? Oui, on peut changer les constitutions. Il y a deux possibilités. Soit on révise sur un certain nombre de dispositions qui existent là, qui sont en contradiction avec d'autres. Quand je vois que il y a des choses qui ont évolué depuis 20 ans, depuis que cette constitution existe, mais on est en train de stagner. On n'a d'ailleurs jamais eu de constitution dans ce pays. On a toujours eu... jamais eu de constitution. On n'a jamais eu de constitution. Par rapport à son applicabilité. Non, par rapport à la constitution que nous avons mis en place pour nous, par rapport aux objectifs que nous avons pour notre État dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans à venir. On n'a jamais... C'est fait vous dites comme qu'il n'a jamais eu et pourtant on a la Constitution. Non, c'est un semblant de constitution, puisqu'en 59, on a eu ce qu'on appelle la loi fondamentale qui nous a conduit, quand on est devenu indépendant, c'est ça qui a servi de constitution pour le pays. C'était la copie conforme de la constitution belge, où vous verrez que le président de la République est là pour inaugurer les chrysanthèmes, il n'avait pas de pouvoir, et le pouvoir le donnait au Premier ministre. Mais en même temps, il y a eu des contradictions dans cette constitution qui a fait qu'à un moment donné, le Premier ministre Lumumba, croyant qu'il avait tout le pouvoir, il faisait ce qu'il voulait. Le président de la République a profité de l'article 22 de cette constitution, de la loi fondamentale, là pour dire qu'il a aussi le pouvoir. Il a la possibilité de révoquer le Premier ministre. Il a révoqué le Premier ministre. Le Premier ministre, à son tour, l'a révoqué. On est mal parti. On était déjà mal parti dans un pays qui n'avait pas de constitution de un, qui n'avait pas réellement des hommes politiques. On a eu quelques commis de l'État qui sont devenus des politiciens, quelques enseignants qui sont devenus des directeurs et autres, etc. On était déjà mal parti. L'avion n'avait pas décollé. Quand on avance avec les temps, avec le nombre d'années, les différents gouvernements, il y a eu la constitution de Lou Loabour qui n'a pas fait long feu. Il y a eu la constitution de Mobutu avec Tshisekedi, il faut dire, qui reconnaissait même deux partis. Mais en fait, on n'a fait que balbutier. On a eu des semblants de constitution, notamment la dernière. C'est une constitution qui est mise en place à la fois par les belligérants. Le Rwanda a eu un rôle important à jouer. Et puis, au niveau de la diaspora, nous avons eu Kabamba et les autres qui ont aussi se sont impliqués. C'est une constitution qui n'était pas pour le pays, qui était taillée, qui était taillée à la mesure des gens, les hommes politiques de l'époque pour qu'il y ait un compromis. Et ce compromis-là, on est passé de compromis à la compromission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. On ne sait plus quelle direction prendre. La constitution n'a jamais existé dans ce pays. Ça nécessite qu'on puisse totalement reprendre les choses en définissant d'abord les objectifs que le pays s'assigne. Parce qu'on ne peut pas faire la constitution simplement sur le plan de droit en disant par rapport aux relations internationales, par rapport... Je suis pour mettre tout à plat, en mettant en plat, au-delà de la commission que le président de la République veut mettre en place, il faut qu'il mette en place une autre commission avec des gens comme Marlin, vous et les autres, qui puissent définir ce que nous voulons de ce pays. Quels sont les objectifs pour ce pays? Quels sont les instruments qui peuvent aider ce pays à décoller et comment on peut répartir non seulement le pouvoir, puisqu'aujourd'hui ils se répartissent le pouvoir, de la même manière qu'ils se répartissent le pouvoir, ils se répartissent les revenus nationaux de la même manière. Qu'est-ce qu'on doit changer? Vous êtes carrément d'accord pour le changement, c'est-à-dire que tout doit être changé. Hein. Tout, complètement, en commençant par la définition des objectifs du pays et des moyens que le pays se donne ou se dote pour pouvoir arriver à ces objectifs. Puisque nous, on marche sur la tête, on a mis la constitution avant sans définir ce qu'on voulait. On n'a pas remis en cause déjà en 60 l'État colonial. L'État colonial continue sous d'autres formes, mais cette fois-ci, c'est pas le colonisateur blanc. Même l'article 222 qui est verrouillé. Mais 220, c'est un faux problème, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que ça change dans la vie des Congolais? Un verrouillage ou non verrouillage? On a peur que Félix Antoine Tshisekedi puisse s'éterniser. On a eu Kadhafi qui était dictateur. Vous avez vu ce qu'il avait fait dans son pays? Où moi j'ai étudié avec certains Libyens. Il fallait voir quelle bourse ils avaient, ils vivaient dans la dignité, tout le monde avait peur d'eux, même le professeur. Mais c'était un dictateur qui gérait le pays, mais qui aimait son pays. Dans le désert, il a fait... Est-ce que si on change, ça sera profitable au peuple congolais finalement? Mais changer, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un préalable. Au-delà de la commission que le président veut mettre en place sur le plan des gens qui puissent imaginer la constitution, il faut qu'il y ait des gens qui donnent
le tempo pour dire quel est le cap que nous devons avoir, c'est-à-dire à savoir quel État nous voulons, pour quel objectif pour nos populations. Réellement, il faut que le peuple, les citoyens congolais soient au centre de tout. La constitution qu'ils vont mettre là en place, ils risquent de perdre leur temps en disant la géopolitique, je ne sais pas la géopolitique, quelle géopolitique ils parlent, il faut que toutes les tribus soient représentées. Non, on a 4 zones ici dans notre pays. Il y a les Bangala, il y a les Swahili, il y a les les Luba et il y a les Congo. Pourquoi aller chercher dans les minuscules 26 provinces soient représentées? Après, à un moment donné, les territoires vont revendiquer aussi. J'ai vu aujourd'hui, les handicapés veulent avoir un ministère. J'ai vu que un de nos amis là, il est albinos, il est de l'UDPS, il veut aussi qu'il y ait un ministère pour le... non, on ne doit pas faire des ministères pour handicapés. On doit avoir des institutions ou des ministères qui gèrent la société congolaise, les hommes et les femmes congolais, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient albinos ou autres, ce sont des Congolais. Il ne faut pas rentrer dans les distinguos. On est en train de rentrer dans les distinguos, distinguer tout le monde. On ne sera pas à même de pouvoir articuler les champs politiques, les champs administratifs dans ce sens-là. Mais pourquoi aussi ne pas avoir des secrétaires généraux? Personne n'a revendiqué le poste de secrétaire général pour les albinos ou pour les handicapés. Ils veulent le ministère. Pourquoi faire? Bon, en fait, moi, quand j'ai les affaires sociales, c'est quoi? J'ai entendu le président dire, ne faites pas de moi un dictateur. Ah, il faut une dose. Il ne va pas se lancer finalement. Il faut une dose de dictature. C'est-à-dire, l'État qui fonctionne, c'est un État, s'il est démocratique, il y a un peu de dictature. Si c'est dictatorial, il y a un peu de démocratie. Il faut un État d'une démocratie dictatoriale ou d'une dictature démocratique. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, regardez la France. Macron passe outre certaines choses. Si c'est que la voie que j'ai choisie, c'est la voie qui peut mener mon pays, la France, à un idéal, même si le peuple, l'opinion bouge, bien que l'opinion là-bas, c'est quelque chose d'important, on en tient compte, c'est pas comme ici, mais il va droit, il reste droit dans ses bottes. Mais on ne peut pas gouverner comme ça en chancelant. Alors, M. Marley, parlons de probabilité justement de la révision, changement de la Constitution, mais la question que je voulais quand même poser par rapport à ces vouloirs, du côté du pouvoir qui veulent à tout prix changer la Constitution parce que ce n'est pas profitable justement au bon fonctionnement de notre pays. Merci madame, j'ai compris que mon débatteur n'a jamais lu l'appendice de cette Constitution. Je vous en ferai cadeau à la fin. Ouais, ce serait une bonne chose. Dans vos prochaines sorties médiatiques, vous ayez quand même des éléments bien assis. Nous avons une très bonne Constitution. 2, cette Constitution est équilibriste. 3, quand vous dites qu'on donne plus de charges au Premier ministre, non. Je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé de l'ancien gouvernement de Lumumba, etc. Notre Constitution fait de notre exécutif bicéphale. Ça veut dire le président et les chefs de l'exécutif permettant au président d'avoir un œil regardant sur l'action gouvernementale. C'est déjà suffisant pour un président. C'est déjà suffisant. Vous avez parlé de bourse, vous avez étudié avec les Libyens. Ça s'est défini dans les lois organiques, pas dans la Constitution. La Constitution donne des lignes maîtresses. S'il faut que tout soit défini dans un document, donc la Constitution, nous aurons une Constitution 2 fois la taille de la Rousse. Et personne ne saura lire cette Constitution. Déjà, avec 29 articles, le président de la République ne lit même pas cette Constitution. Oui, mais la plupart des Congolais aussi. D'abord, le président ne la lit pas. Parce qu'il a dit pendant le briefing, lui, les questions du juridisme ne les concernent pas. Vous êtes intellectuel, vous connaissez ce que ça signifie. Maintenant, comment le document qu'il n'a jamais lu, maintenant, c'est la même personne sait que ce document le bloque. Il n'a jamais lu ces documents. Il l'a dit devant tout le monde. Ça, c'est de 2. Ce n'est pas la Constitution qui bloque. Arrêtez de faire la politique adamique. Arrêtez. Est-ce que la Constitution qui a demandé à Félix Tshisekedi d'être incapable de mettre en place le gouvernement, chiffre à l'appui,
Tshisekedi aujourd'hui a 467 députés sur 500. Donc c'est une majorité largement consolidée. Aucune raison que nous puissions subir ces retards. Aucune raison le justifie. Tshisekedi a 105 sénateurs sur 108. Tshisekedi a 26 gouverneurs sur 26. Tshisekedi a 762 députés provinciaux sur 780. Tshisekedi a 2776 conseillers municipaux sur 2800. Comment justifierez-vous ces retards? Ce sont des chiffres qui ne sont même pas vérifiés. Ce sont des chiffres réels. 2. À la question de mise en place du gouvernement, le président répond par le changement de la Constitution. Quand Tshisekedi est allé prendre des engagements sur notre or avec le Rwanda, il avait consulté quelle constitution? Non, mais vous savez quand même que certains articles qui sont là, qui nous précifient, monsieur. Mais qu'il finisse, je répondrai après. Lui-même a accepté de violer la Constitution en refusant volontairement de publier ses accords au journal officiel. Ça, c'est la Constitution qui l'est bloquée. Il est allé prendre des engagements. Aujourd'hui, vous et moi, nous payons le prix. Sous le changement des données des renseignements avec le Rwanda et l'Ouganda, ces accords sont publiés où? La Constitution veut que ces accords soient publiés au journal officiel. Le président marche sur cette Constitution, demain il prend prétexte sous le même document. Mais d'abord, pour qu'il y ait débat, le président devait nous dire quelle est la disposition constitutionnelle réellement qui les bloque. Il doit être révisé. Vous parlez de la révision constitutionnelle, mais le président n'a pas parlé de la révision. Parce que moi, je ne peux pas m'opposer à la révision constitutionnelle parce que l'article 218 de cette Constitution autorise, définit même l'initiative. À qui appartient l'initiative de la révision? Mais le président a parlé du changement constitutionnel. C'est deux matières juridiquement séparées. Alors, vous qui défendez cette thèse, commencez d'abord par nous définir quel est le cadre juridique adopté. Est-ce que nous discutons sur la révision ou le changement? Là, nous allons faire un bon débat. Parce que ici, tout ce que vous venez d'évoquer, ici, il s'agit de la révision. Vous êtes en déphasage avec le président. Le président parlait du changement constitutionnel. Donc, j'ai du mal à débattre avec vous parce que vous êtes responsable de rien sur ces débats. D'accord. D'accord, ok. Donc, je vais terminer en disant, cette question soulevée par le président de la République n'est que diversion. Vous allez vous souvenir, madame, je ne rentrerai pas au premier mandat. Je prends simplement le second mandat du président. C'était Katumbi, le problème ici. Il a quitté Katumbi, le président a crié ici. Oui, il a criaillé inutilement pour créer diversion. Après cette diversion, le président était porté disparu devant nous. Pour changer l'actualité, amener le peuple ailleurs, il a même disparu, il a trouvé qu'il n'y a plus rien. Il a disparu pendant des semaines ici, les débats télévisés étaient que le président ne se fait pas voir. La présidence n'est pas moi. Tina Salama, elle avait que démontrer son inachèvement intellectuel. Parce qu'elle avait dit, le président était en déplacement. Le déplacement est défini comme le mouvement d'une communauté ou d'un individu quittant le point X pour un point Y. Tina Salama était incapable de nous donner le point Y. Le point X était la ville de Kinshasa. Nous avons vu le président prendre l'avion. Ça dit, personne ne savait. Donc, le président était dans la diversion. Après cela, il a monté un coup ici, qui lui-même a défendu la thèse à l'extérieur, Cardinal Ambongo. Où en sommes-nous? Il trouve que la sauce n'a pas pris, il lance les débats sur le changement constitutionnel. C'est faux. Tu sais qu'il est devant ses responsabilités. Ouais, mais c'est pas lui qui lance, hein. C'est lui. Comme les Congolais qui sont à l'étranger. Non. Le président, il y a un cadre juridique qui est la Constitution. Comment vous voulez changer un document que vous êtes incapable de respecter? L'article 218. Est-ce que le président s'était transformé à l'Assemblée nationale? On dit le peuple, une fraction du peuple. 100 000 Congolais.
par une pétition déposée à l'Assemblée nationale. Est-ce que le président était là pour représenter l'Assemblée nationale? Une bêtise alors. Une bêtise. Il faut lire l'article 218. Une bêtise dont le président a consommé une bêtise sur la scène internationale. Une insulte à la population congolaise. Donc, c'est une diversion. Les présidents ont écouté. Non! Il n'avait pas. Il devait. L'article 69 de la Constitution. Le président n'observe pas la Constitution. Le président veille sur la Constitution. Il devait remettre ces gens-là à la légalité. OK? Donc, le président, ce n'était pas la diaspora, c'était le militant de l'IDPS qui ont l'habitude de recevoir, d'acclamer le président à l'Europe. Le monsieur en micro-débatteur le sait. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, c'était une auditoire préparée, organisée pour ce coup-là. Le problème ici, il s'agit des notaires. Le président ne veut pas que nous débattons sur nos terres qui sont en train de partir devant nous. Il est dans la diversion. Alors, il a lancé les débats à l'étranger. Il est ici. J'attends Félix Tshisekedi lancer ces débats ici. Mais vous savez qu'il y a d'autres articles qui nous couvrent. Mais qu'on nous cite ces articles-là. Personne n'est contre la révision constitutionnelle. Toute constitution est révisable. L'œuvre humaine étant inachevé toujours, ça peut être révisé. Kabila l'a révisé, certains articles en 2010. Mais on parle du changement. Le président a parlé du changement. Nous parlons français. Oui. Rien à voir avec la révision constitutionnelle. Moi, j'ai un problème. D'abord, je dis que je suis responsable, surtout de mes propos. Pour être responsable, il ne faut pas être élu ou être nommé par le gouvernement. Non, pardon, je vous retire pas la parole. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas responsable en tant qu'individu. J'ai dit, vous parlez de la révision, donc vous n'êtes pas responsable de ce que le président avait dit, le changement. Là, on est complètement d'accord. Je n'ai jamais parlé de blocage ou de non-blocage de la Constitution. J'ai voulu simplement que nos téléspectateurs aient des repères pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau dans l'histoire politique de notre pays. J'ai essayé de retracer depuis 60 la difficulté que nous avions eue, c'est-à-dire à l'époque de Kassavou de Lumumba, sur l'interprétation de la Constitution. Ça a créé des désordres jusqu'à la mort même de Lumumba, etc. Je vous ai rappelé aussi les difficultés qu'on a eues avec la Constitution de Lulobo, qui semble, dans l'histoire du pays, avoir été ou être une bonne Constitution équilibrée. Je n'ai même pas évoqué les cas à l'époque de Mobutu et de Tshisekedi. Avec l'MPR. Avec le MPR, ils avaient une constitution qui était aussi plus ou moins acceptable, puisque c'est une constitution qui reconnaissait deux parties au moins. Mais dans l'applicabilité, dans l'application de cette constitution, il y a eu des bruits qui ont amené même jusqu'à ce que l'UDPS existe. Pour vous dire que l'histoire de la constitution ici, dans notre pays, c'était semé d'embûches. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de juridisme dans ce pays. Partout, je vais rencontrer des gens au niveau des débats, des hommes politiques, des analystes comme vous et moi. Je vois, ils ont tous la Constitution comme si c'était la Bible. Mais la Bible, je vois même pas tous les citoyens qui vont à l'église se promener avec la Bible autant que la Constitution, ils se promènent avec dans la... rien. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qui se promènent avec la Constitution, dans le juridisme, c'est-à-dire ils sont dans la littérature. Moi, j'aurais voulu des débats où ces gens-là, les uns et les autres, ramènent des fascicules sur l'état de la nation, sur le plan socio-économique, avec des statistiques en disant, en 60, on était à tel niveau de pouvoir où nous avions tel pouvoir d'achat. Il y a 20 ans, on avait tel pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a quel pouvoir d'achat? Si ça va, ok, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à rectifier? La Constitution ne devrait pas habiter nos esprits en permanence. La Constitution, comme je l'ai dit d'emblée au départ, c'est un cadre juridique qui... et sociologique aussi. Oui, oui. Mais à partir de cette Constitution, ce sont les lois, les décrets et autres qui viennent réellement actionner les choses sur le terrain. Je vous ai dit aussi en passant que il y a eu déficit depuis 60 jusqu'à ce jour et que le Parlement était à refaire. Ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale n'ont travaillé dans le sens du peuple. Donc, on ne peut pas perdre nos vues au niveau du juridisme. Les gens n'attendent pas l'article 69 ou l'article 218 dans leur casserole. Ils attendent des repas, ils attendent de pouvoir manger à satiété, c'est-à-dire avoir des prix
des denrées alimentaires à la mesure de ce qu'ils ont comme salaire. Les gens attendent sur la route qu'il y ait des bus dans les bonnes conditions pour les transporter au boulot, à l'hôpital, au marché, etc. Mais il faut qu'il y ait quand même la Constitution pour la bonne marche. Non, la Constitution est là, c'est le cadre. Mais moi, j'ai dit pour le reste, c'était des lois, des règles, décrets et autres qui peuvent être appliqués sur le terrain au nom du peuple. L'applicabilité, je l'ai dit d'emblée, c'est l'applicabilité. Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de lois pour soutenir la vie sociale et économique des citoyens. Tout ce qu'on peut dire, le tralala de la Constitution, lire les dispositions à gauche, à droite, c'est bien. Dans les pour débats, rappeler, ne ne devraient pas rester à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'au Congo, le débat, c'est toujours ça. Des débats théoriques, même dans cette théorie, et les uns les autres, tous ne dominent pas. En quelque sorte, vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République qui a mis, sur... Moi, je n'ai pas à être pour ou contre le président de la République. Moi, je pose le problème là où le problème se pose. Je n'ai pas dire que je suis pour ce que le président a dit ou contre le président a dit. Je n'ai rien dit. Moi, je pose le problème. Quel est le vrai problème à poser pour avoir des vraies solutions? Moi, j'ai dit que c'est des faux problèmes. Le problème de changement ou le problème de modification de la Constitution, pour le moment, c'est un faux problème. Mettons-nous à savoir quel est le vrai problème du peuple congolais. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si pour cela, pour arriver à rectifier le tir, à faire en sorte que le peuple se retrouve, s'il y a lieu de modifier la Constitution, pourquoi pas? S'il y a lieu de changer la Constitution, pourquoi pas? Au moins, on aura bien posé le problème pour avoir des vraies solutions. Quand le problème est mal posé, on ne peut pas avoir des bonnes solutions. C'est ce qui explique de 60 à ces jours, on est dans la déperdition. Le pays est perdu. Personne ne se retrouve. J'ai évoqué même en parlant de cette constitution-là qui consacre la géopolitique. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut construire dans l'avenir notre nation quand on va se limiter à la géopolitique? C'est-à-dire à chaque fois on veut faire quelque chose, il faut qu'il y ait des Baluba, il faut qu'il y ait des Bakongo, il faut qu'il y ait des compétences à la place de cette géopolitique. Cherchons des compétences, qu'il y ait 3 Bakongo sur 5 dans une institution, puisqu'ils ont des capacités, puisqu'ils ont l'efficacité. Oui, mon problème, c'est que l'État fonctionne. Mon problème, c'est qu'on continue à construire la nation dont on a arrêté derrière la construction. Puisqu'aujourd'hui, on veut que le gouvernement soit originaire d'eux. On veut que, etc., d'eux. Bon, mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Moi, je dis, au moins là, je regrette Mobutu, puisque lui, malgré sa dictature, de ce côté-là, au niveau de l'unité nationale, il construisait petit à petit une nation congolaise. À l'époque de Mobutu, un deuxième trait de son régime qui a fait de bonnes choses, en dehors de la déperdition du pays aussi, à son époque, par rapport à la situation socio-économique, il était responsable de la décadence. Hein? Même sécuritaire. Ah ouais. La situation à l'Est. Donc voilà, moi je dis que la nation, on est sorti de sillon de la construction de la nation. On est revenu, on veut maintenant créer ce qu'on appelle, ce que Kabouya Lumuna a appelé, des nations tribales. Ça pose un problème. Alors nous sommes restés focalisés, c'est vrai, sur le changement de la Constitution, la révision de la Constitution, mais là également ça pose problème. Il y a la formation du gouvernement. On attend, j'ai dit, Madame la Première ministre, j'ai dit Toulouka, jusqu'à ces jours, c'est bloqué. Monsieur Marley vous l'a dit. Est-ce que c'est toujours la Constitution qui bloque la formation du gouvernement entre nous, hein, les téléspectateurs? Monsieur Marley, je reviens encore vers vous justement pour cette question de la formation du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque la Première ministre? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de répondre à mon débatteur. J'ai aimé son approche, mais simplement, ce n'est pas au peuple d'aller diversifier, par exemple, l'économie. Lorsqu'on prend Bukangalonzo, 500 hectares, sous Tshisekedi, on les cède aux Canadiens pour faire la culture du cannabis. On nous dira que cette plante sert à beaucoup de choses. Est-ce que c'est une priorité pour la nation congolaise? Là où les autres ponts sont poursuivis, dans un pays où il y a 32 millions de citoyens qui sont sous insécurité alimentaire aiguë, moi j'ai consulté des nutritionnistes, ils m'ont dit, parce qu'il y a 9 millions parmi les 32, un enfant de 0 à 4 ans qui souffre d'une malnutrition aiguë perd 60% de ses capacités intellectuelles. Donc nous avons 9 millions, nous avons 9 millions
d'illettrés en préparation devant nous et l'État existe. On nous dit ça. Ça, ce n'est pas au peuple. Le peuple cède son pouvoir à un groupe d'individus pour le faire avancer. Il ne faut pas jeter la balle au peuple. Oui, le peuple a une part de responsabilité. L'attitude passive de la population fait peur. Mais aussi, ces gens-là devaient être conscients de leur boulot. Par exemple, lorsque le président de la République décide de lancer l'identification de la population, dans un pays à conflit, nous ne sommes pas un État post-conflit, nous sommes un pays à conflit avec plusieurs occupations. Déjà, le visa que l'ONU est en train d'utiliser, c'est la carte d'électeur. Ici, à Kisangani, il y a les Lendo et les autres là qui s'entretuent. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aller identifier? C'est-à-dire, nous sommes en face des gens qui sont dans le poudrosier. Ils pensent montrer aux gens qu'ils ont la volonté de faire un travail, mais ils font très mal ce travail-là. Ils sont en train de construire plusieurs maisons de problèmes, parce que plus tard, nous aurons des problèmes que personne ne saura gérer. N'ont-ils pas la volonté de construire quand même? Non, on construit pour l'avenir, on ne construit pas pour créer des problèmes. Je viens de donner un simple exemple, l'identification. Notre système d'enrôlement n'est pas sécurisé. Tous, nous savons que les Libanais, les Indo-Pakistanais, les Sénégalais, l'Ouest africain ont des cartes d'électeurs. Donc, il y a un tâtonnement au sommet de l'État. Il n'y a pas un tâtonnement, il y a l'amateurisme. Il y a l'amateurisme. Il y a l'inadaptation intellectuelle dans le chef de ceux qui organisent les opérations. Parce que, dites-moi, si un Sénégalais amène sa carte d'électeur dans le bureau, dans l'un des bureaux d'identification de la population, parce que le visa, c'est la carte d'électeur, il met sur table sa carte d'électeur. Vous lui donnez la carte d'identité. Donc, il est maintenant dans le fichier de la population congolaise. Demain, il va réclamer des terres parce qu'il en a maintenant droit. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir? Donc, devant nous, on est en train de créer un problème, mais personne ne veut débattre sur ça. On va se retrouver dans l'impasse. Hein? Entre-temps, je vais dire à mon débatteur que la Constitution, c'est notre Bible. De la même manière, nous ne nous opposons pas à la révision. C'est de la même manière que la Bible a été altérée à plusieurs reprises. La Bible ne change non, pas. Ça a été la Constitution peut changer. Parce que quand vous lisez la nouvelle traduction, la traduction du monde nouveau utilisée par les témoins de Jéhovah, vous n'allez pas trouver le même verset que c'est Louis II. Je crois que nous sommes clairs. Donc, de la même manière que la Bible a été altérée, de la même manière, nous ne nous opposons pas à la révision constitutionnelle, mais nous nous opposons au changement de la Constitution, comme on ne veut pas aussi changer la Bible. Donc, comprenez que la Constitution... On ne veut pas défendre une chose et son contraire. Je défends pas. Je dis ceci. La modification ou la révision constitutionnelle est normale. Ça dit même la Constitution américaine, d'ailleurs, c'est la Constitution la plus révisée, mais ce n'est pas la Constitution la plus changée. Je m'oppose au changement de la Constitution, mais pas à la révision. D'accord. Sinon, c'est nuancé. Je vais m'opposer à la même Constitution. Alors, nous allons évoluer. Deuxième question. La question de la mise en place du gouvernement, c'est voulu. C'est voulu. Je vous ai donné les chiffres. Quand vous avez le Premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, Tshisekedi a plus que la majorité. Il a 467 sur 500. Donc, il n'y a aucune raison que le gouvernement, que nous ayons constaté ces retards. Il n'y a aucune raison valable. Il y a eu un informateur pendant qu'il y avait une majorité. Il y a eu un formateur pendant qu'il y avait une majorité. On nomme une première ministre. La première ministre reprend le travail fait par le formateur et le formateur devant nous. Un coût supplémentaire sur le plan budgétaire, un retard de plus. Inutilement. Consommé parce que c'est voulu. Parce que le président de la République avait besoin d'un premier ministre qui va être la jardinière de sa cour. Maintenant, il cherche des ramasseurs de pelouse. Des gens qui vont rien dire, qui vont se soumettre à l'autorité suprême du roi Soleil. C'est ça le retard. Moi, je refuse d'être menteur, je refuse d'être hypocrite. C'est ça le retard. Parce qu'un leader, un chef connaît ses hommes. Donc, d'où vous nous donnez aujourd'hui raison, tu sais que tu souffres d'une maladie, le manque de leadership.
Parce que s'il était un leader, il devait, parce que le leader, un bon leader, c'est celui qui connaît ses troupes et sait conduire ses troupes et c'est lui qui sait avancer ses troupes, avec ses troupes. Donc, vous voulez nous dire, tu sais qu'il ne connaît ni ses troupes, il ne s'est pas fait avancer avec ses troupes. Parce que s'il maîtrisait ses hommes, c'était facile pour lui. L'arbitre a perdu son sifflet. Jean-Claude Katende l'a dit. Mais justement, Félix Tshisekedi est ailleurs. Il n'est pas ici. Par exemple, si je vous cite le nombre de voyages pendant 4 mois ici effectués par Tshisekedi, vous allez constater que c'est un visiteur qui visite le Congo. C'est tout ça qui bloque. Il ne fait pas pour le bien du pays quand il voyage, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas dire envers lui, mais j'ai dit la vérité. La diplomatie en G7 n'est pas comparable au nombre de déplacements. La diplomatie, la politique internationale, c'est un marché où on va la politique définie à l'intérieur. Tu sais que c'est comme mon débatteur vient de dire. Tu sais qu'il devait mettre des cadres à partir de Kinshasa, ici, et ces cadres-là, nous allons le vendre à l'international. Nous ne vendons rien, nous vendons le vent. Voyez-vous, le président déplace avec les officiels restent dehors, sa famille entre à l'Élysée. C'est un problème. Donc ici, c'est un accident de l'histoire d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Non, mais c'est grave quand même. Ce n'est pas grave, c'est ça. C'est un accident de l'histoire, un président qui bloque la bonne marche de son voté par la population congolaise. Qui vous a dit que nous avons eu des élections. Mais c'est que c'est passé. Je cherche un vrai politologue, un vrai analyste politique, de me donner les noms de ce qui s'est passé du 20 au 27 décembre. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Là où la loi parle d'une journée, nous avons fait 7 jours. Là où le ministère de l'Intérieur... Non. Les élections, c'est une technique. OK? Permettre à tous les Congolais de voter, c'est à partir de l'organisation de la cartographie. On appelle ça cartographie des bureaux de vote. Ça veut dire, quand il m'a devait savoir qu'à Lingouala, il y a 8000 enrôlés. Avec 813, ça ne va pas permettre à 8000 enrôlés de voter. Donc, il me faut 12 centres au lieu de 8. C'est ça la technique. Donc, ne pas avoir le nombre de centres pour permettre aux électeurs de voter et violer maintenant la loi électorale sous prétexte de votre manque d'organisation, c'est une bêtise, c'est mettre le pays dans la fausse. D'accord. Alors, Monsieur Gandhi Kassende, qu'est-ce qui bloque finalement la formation du gouvernement? On attend, hein, et il y a quand même des affaires à expédier. Il y a toujours des ministres là qui continuent à expédier les affaires et à être payés. Et pourtant, on l'avait dit, hein, par rapport au cumul des fonctions, mais on est en train d'assister effectivement à ça. Oui, si je dois répondre à cette question, ça nécessite un diagnostic. Mais si je m'amène à faire le diagnostic, le mal, c'est pas aujourd'hui, c'est la conséquence d'hier. Puisque moi, je me repère d'abord 60. On a un déficit là-dessus. Tout comme en 60, c'est vrai, on peut l'expliquer, puisqu'on sortait d'une colonisation bâclée, où il n'y avait pas vraiment d'élite, ni politique, ni intellectuelle, il n'y en avait pas. On peut avoir des circonstances atténuantes pour ces gens-là, les Lumumba, les Kasavubu et les autres. Nous souffrons de ce qui s'est passé il y a longtemps. Nous souffrons de ce qui s'est passé il y a longtemps. Mais toutefois, Mobutu et nous-mêmes, après Mobutu, on s'est formés ici et ailleurs. Il y a eu des gens qui ont été instruits, des gens qui étaient instruits, qui sont instruits. Même aujourd'hui, on forme des gens instruits. Et encore, même si c'est un peu bancal, ces instructions-là. Mais il y a eu un problème, il y a un déficit au niveau de notre élite intellectuelle et de l'élite politique. Je prends comme exemple, Marlin vient de dire que ce qu'il a posé comme problème, on est en train d'identifier les Congolais, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des préalables? Est-ce qu'on a réfléchi sur les conséquences, etc. Ouais, non. Est-ce qu'on a calculé les conséquences par la suite, etc. Oui, il a raison. En même temps, il a tort. Où se trouve l'élite congolaise, qu'elle soit politique, qu'elle soit intellectuelle, puisqu'avant qu'un homme politique, un responsable, chef d'entreprise ne décide, il passe d'abord par ces élites-là. Ces élites au niveau de l'entreprise, qui réfléchissent, qui proposent.
après avoir réfléchi, il propose au chef, avant de prendre une décision, est-ce que nous avons une élite aujourd'hui, intellectuelle ou une élite politique? Ça existe peut-être, mais c'est une élite, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit politique, corrompue. Comment voulez-vous une personnalité politique, une élite politique ou une élite intellectuelle corrompue puisse se donner le meilleur de lui-même? Non, tout est faussé. Donc, la problématique du Congolais reste. C'est-à-dire, quand on s'attaque au président de la République, on s'attaque aussi à ces élites-là, puisque le président de la République, c'est pas un omniscient. Il n'a pas la connaissance de tout. Il a besoin de conseillers. Encore qu'il faut qu'il les ait choisis. Qu'il les ait choisis en conséquence de cause. À savoir, moi, président de la République, je voudrais faire de mon pays telle chose. Pour ça, j'ai besoin des bras, des têtes qui m'aident à pouvoir. Mais lorsque le choix est coutumier. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Et il peut être coutumier, mais choisir les bons. Choisir les meilleurs de ces coutumiers-là. Coutumier, ça veut dire du fief, de l'endroit. Mais on ne va pas aller chercher des élites à l'extérieur. Mais dans le coutumier, c'est-à-dire chez les Congolais, qu'ils soient du Bas-Congo, qu'ils soient, etc. C'est là qu'on doit choisir des élites, des conseillers à même de pouvoir réfléchir par rapport au pays, pas par rapport à l'individu ou à leur poste. C'est-à-dire, ça a manqué hier, ça manque encore aujourd'hui. Tshisekedi est en train de payer le fait que, autour de lui, dans la majorité des cas, je ne dis pas tous, hein, puisqu'il y a quand même des gens qui font du travail. Sinon, ce pays ici serait dans la déperdition totale. Il y a des gens qui travaillent, mais ils sont minoritaires, ceux qui réfléchissent, ceux qui aident le pays, le président et le pays à avancer. Il n'y en a pas beaucoup. Kabila a parlé de 15 personnes qu'il n'a pas trouvées. Il a parlé de 15 personnes qu'il n'a pas trouvées, mais lui-même a parlé presque la même chose, autrement en disant, mais quand tu le constates, là où on lui donne la responsabilité, c'est que il a constaté, il connaît le problème congolais et du Congo. Pourquoi il n'agit pas en rectifiant le tir? Il a dit qu'il va éviter de commettre les mêmes erreurs. On l'attend par rapport au nouveau gouvernement. Je vais finir puisque la question était sur le gouvernement. Le gouvernement, contrairement aux gens qui disent, certains disent c'est la Constitution, d'autres disent c'est pas la Constitution. Moi je dis c'est les deux. Moi je dis c'est les deux. C'est la Constitution puisque la Constitution dit qu'il faut prendre comme Premier ministre celui qui a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale ou une coalition. Mais il s'avère que quand il s'est agi de mettre en place le gouvernement, tout le monde est allé dans tous les sens. L'Union sacrée, c'est vrai, ils ont la majorité, mais qui n'est pas une majorité juridique. Mais si on tient compte de ça, du côté juridisme, côté juridique, etc., bon, il n'y a pas une majorité. On risque d'avoir un gouvernement de coalition si on veut suivre cette constitution-là, qui nous bloque quelque part. Et le pays a été bloqué par des coalitions depuis 60 jusqu'à ce jour. Il faut un gouvernement un jour qui ait une majorité réelle, pas une majorité constituée. Pourquoi ils ne trouvent pas des solutions? Mais il n'a qu'à... Si la crise continue, moi, ce que je lui propose, c'est de tout casser, de reprendre des élections au niveau... Oui, de reprendre les élections. Le gouvernement, c'est tributaire à la fois de la Constitution, tributaire aussi du président de la République, puisqu'il a été élu à plus de 70%. Donc, il a l'accord de la majorité de la population. Il a l'accord de la majorité de la population. Il ne peut pas laisser le pays en léthargie, puisque la Constitution a dit ceci, puisque les majoritaires disent cela. Non, le peuple, c'est le peuple souverain. À un moment donné, il est là, il a eu la voix du peuple, à lui d'agir. S'il y a des conséquences, on est à 4 mois, voire 5 mois, on ira à 6 mois, 7 mois, où il n'y a pas de gouvernement. Mais le pays avance comment? Le pays peut avancer comment sans qu'il y ait le capitaine. Des téléspectateurs avec ces sujets de forage et lafandaire, cette affaire avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Où en sommes-nous justement avec ça? C'est vrai qu'il y a eu des lafandaires, M. Marley Vouvou, qui est derrière ces dossiers. Nous avons vu, parce que moi j'ai vu les images, bientôt là ça sera les installations. Mais qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous avec les sujets forage et lafandaire? Rapidement. Madame, ce pays a un problème. On acquise la Constitution. Je voulais dire à mon débatteur que la majorité, ce n'est pas la majorité d'un parti politique. C'est pourquoi la Constitution a prévu le mécanisme d'un informateur. Lorsqu'il n'y a pas d'une majorité définie dès la publication des résultats,
le président de la République qui est élu, qui a prêté serment, doit confier une mission d'information à une personnalité afin d'aider le pays à dégager la majorité pour que les choses commencent vite. Mais nous avons constaté, cela a été fait, mais les choses ne commencent pas. Pourquoi? C'est par manque de volonté. Ils sont ailleurs. Ça, il faut poser la question à Félix. Rapidement, oui. Mais lorsqu'il a fait passer les services à la présidence de 32 sous Kabila à 51, ça, la Constitution ne l'a pas bloqué. Aujourd'hui, la Belgique est vide. Même son chauffeur est à Kinshasa. Rapidement. Tout le monde est à Kinshasa. Dossier Parce qu'ils estiment qu'ils sont au pouvoir. Dossier lampadaire. Je voulais dire à Papa Tito, Omar Bongo, Kazachou, Nikosius dit lampadaire ou à forage, la procédure d'urgence, parce que je vois les gens discuter sans lire. Vous savez, nous avons un problème, nous jeunes. On a des téléphones, on a des textes là. C'est vrai que nous sommes l'unique pays où même la cause se vend à la rue. Non, mais les gens n'achètent pas pour lire. Je demande à tout le monde d'aller lire l'article 44 et 45 de la loi sur la passation de marché public. Il y a des décaissement en urgence. Il y a des marchés agréés, donc des marchés qui ne répondent pas à l'appel d'offres. La loi les qualifie de marchés spéciaux que sous le fourniture et matériel de la défense nationale, donc de l'armée. Mais il y avait c'est ce qu'il avait dit, hein, il y avait surfacturation. Mais je vais d'abord répondre à ceux qui disent que la procédure d'urgence est normale. Ils n'ont qu'à lire la loi. Ne prenez pas l'argent et de venir se tirer des balles sur la place publique. Parce que ceux qui nous suivent, il y a des gens qui maîtrisent les textes et les lois plus que nous. La loi dit clairement, l'article 44 et 45, le marché spéciaux sont des marchés qui contournent l'appel d'offres. Et ces marchés-là, il n'y a que 3 marchés. Il y a ceux qui concernent les fournitures et matériel militaire, de la police, donc des services de sécurité, et de l'intérêt stratégique de l'État. Première question que tout le monde devait poser à Nicolas Cazin. Est-ce que lampadaire et forage font partie des intérêts stratégiques de l'État? Déjà non. Déjà non. Donc il y a un problème, il y a violation délibérée de la loi. Les intérêts stratégiques de l'État. De l'État. Ça, c'est l'article 44 et 45 de la loi sur la passation de marché public. 2. Comment vous pouvez, le ministre peut dire qu'il avait trouvé le prix à 360 millions, il s'est battu pour qu'on ramène le prix à 260 000 par forage. Nous avons des cabinets, des consorts de forage, allez consulter. Si c'est cher, c'est 20 000, 25 000, c'est d'abord le standard. C'est d'abord le standard. Ce n'est pas 300 000. 297 748 $. Ça, c'est 2. 2, 3. Le ministre a dit, lui-même a dit qu'un poteau lampadaire, je quitte maintenant le forage, un poteau lampadaire coûterait 5 000 $, selon Samba Bacheli, l'entrepreneur. Mais quand, au moment de décaissement, le ministre leur a dit, non, je viens d'effectuer le même travaux chez moi, même au village, un poteau lampadaire, donc poteau, batterie, panneau, plus lampe, c'est 1 500 $ prix maximum. Et c'est ça le vrai prix. Mais le ministre chute en disant, le gouverneur de la ville et l'entrepreneur ont eu à exercer une pression sur lui, et lui, il a cédé, il a déboursé à 5 000. Vous, est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes encore normaux? C'est très clair. Mais pourquoi vous ne tirez l'entrepreneur passe sur un plateau de télé. Sur Top Congo, devant Israël Moutala et l'autre Top Congo, Thierry Kambo. Il dit ceci. D'ailleurs, tout pour avoir un poteau lampadaire a coûté à mon entreprise 6 066 $. Vous avez déjà vu un entrepreneur ajouter l'argent inutilement comme ça, parce que lui, il a taxé l'État 5 000 $ par lampadaire. Mais il va aller dépenser 6 066 $. D'où vient le 1066? Donc, il y a un problème de surfacturation, il y a un problème de violation de principe, il y a un problème de détournement. Entre-temps, l'entrepreneur nous dit, lui, il pensait que les tout taxes signifiaient la TVA.
Donc, il y a encore revenir fraude Merci fiscale. beaucoup. Donc, moi, je crois, S'il vous nous plaît. demandons au procureur, nous ne s'attaquons à personne. Lorsque moi, vous ne me connaissez pas aujourd'hui, lorsque j'ai dévoilé l'affaire 100 jours, on ne m'avait pas payé. Lorsque j'ai dénoncé l'affaire 15 millions, on ne m'avait pas payé. Lorsque j'ai dénoncé l'affaire 12 millions, notre pays est en train de partir. La plus grande maladie de notre pays, c'est le détournement et la corruption. Si nous ne luttons pas à mettre fin à ces démons, le pays va continuer à descendre jusqu'à ce que nous allons faire. Donc ici, nous demandons au procureur, pas à nous, nous ne sommes pas la justice, nous respectons quand même les règles établies. Nous demandons au procureur de remettre le pays dans ses droits et de montrer à la face du monde que cette justice n'est pas malade. C'est ce que nous demandons. Alors, M. Gandhi, rapidement sur cette affaire. Donc, c'est une affaire qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps au niveau des débats, des discussions. L'affaire est très claire, puisqu'on remarque d'abord des contradictions entre les différents interlocuteurs. Mais tout ce qu'on sait, qu'il y a eu décaissement de plusieurs millions de dollars pour des choses qui devraient coûter même pas 5 fois moins. Ça pose un problème au niveau de la gestion de l'État. Si on a à la tête de la gestion de l'État, on met des gens, des détourneurs, des mafieux, puisqu'il y a une mafia qui est en train de se constituer sur le plan financier, sur le plan institutionnel. Il y a une mafia. Le pays va à la dérive. La mafia consiste à créer des dynasties sur le plan politique. Dynastie Mbosso, dynastie Bahati, dynastie Kamere, dynastie. Il y a des dynasties. On va où avec ces dynasties sur le plan politique? Aujourd'hui, il y a une mafia financière où tu trouves les noms presque les mêmes reviennent. À un moment donné, il y a même Kamere. Son nom a été cité quelque part. Kamere est ami à celui qui devrait nous construire les forages. Donc, Mike Asenga. Oui. Comment est-ce qu'il fonctionnait avec Mike Asenga? Lorsque Kamere était directeur de cabinet, la femme de Kamere a une entreprise de construction. Elle tourne aussi dans l'immobilier. Donc, lorsque Mike Asenga a débanné ses conteneurs, dedans, il y avait aussi des conteneurs de la famille Kamere. Kamere prenait maintenant soin d'utiliser l'étiquette de la présidence. Donc, laissez passer la mafia, de la République. La mafia, moi je dis, pour mettre fin à cette mafia, nous devons arriver à instituer un parquet financier, puisque nos juristes là, nos magistrats d'aujourd'hui, ne savent pas dépatouiller ce genre de ficelles. Il faut des gens formés qui connaissent l'économie, qui connaissent les finances. C'est important. Monsieur Gandhi, merci. Je vous en prie, Marlène. Merci également à M. Merci beaucoup. Merci également les téléspectateurs de Ivanov Télévision, avec votre émission Ivanov Politique. Merci également les téléspectateurs de Télévision.